Bien, bonjour à tous. Je voulais remercier en premier lieu la commission scientifique et de la SRLF de m'avoir choisi pour vous parler des pathologies de l'ultra-endurance. Comme vous l'avez dit, bien que n'ayant pas des conflits d'intérêts, j'ai quelques conflits d'intérêts, en tout cas par rapport à ce type de pathologie, puisque j'ai eu la chance de participer en tant que médecin au Marathon des Sables et également en tant que coureur. Et en tant que coureur, j'ai pu bénéficier aussi de l'assistance de mes collègues médecins, donc assez bien placés pour pouvoir peut-être vous parler des différents problèmes que l'on peut rencontrer dans ces sports qui sont en effet en vogue actuellement. Alors, le plan que je vous propose de suivre est le suivant. On va essayer déjà de définir ce que c'est que l'ultra-endurance. Ça fait toujours, dans les discussions de salon, de manière, ça peut poser son homme quand on dit « ouais, je fais de l'ultra-endurance », mais finalement, à quoi cela correspond-il? On verra si finalement l'ultra-endurance, c'est quelque chose pour lequel l'homme est adapté pour faire ce type d'effort. Faire ce type d'effort, oui, mais quelles répercussions cela implique-t-il sur notre organisme? Et puis, on détaillera les principales pathologies qu'on rencontre dans cette pratique. Alors, quand on regarde un petit peu la littérature, ou même dans le dictionnaire, l'ultra-endurance, il n'y a pas de définition très précise, il n'y a pas de consensus, comme on dit en médecine. Par contre, on sait que ça touche différents types de sports, bien sûr la course à pied, avec au-delà du marathon, pour parler en fait d'ultra-endurance, on s'accorde tous à dire qu'il faut dépasser la distance de marathon, qui est une distance que pour les personnes qui font de l'ultra-endurance, on pourrait dire que le marathon est presque un sprint, puisque c'est 42 km, qu'au maximum, on peut obtenir à des distances qui font plusieurs centaines de kilomètres, bien évidemment, et surtout en termes d'heures d'effort. Minimum, c'est 4 à 6 heures d'effort pour les meilleurs, bien évidemment. Il faut savoir que dans les grandes courses qui existent dans le monde, les deltas entre le premier et le dernier, j'ai souvent été dernier des courses, ça peut être du double ou triple de périodes présentes sur le terrain à courir. Donc bien sûr la course à pied, évidemment aussi donc le vélo. Il y a aussi des associations de sport, donc soit deux types de sport, natation, course à pied, ou évidemment donc le triathlon avec des distances de type Ironman. C'est quelque chose qui est très en vogue, parce que maintenant, en France, on note en moyenne entre 30 et 40 000 adeptes donc, des courses à pied dans ce type d'effort, donc supérieur à la distance marathon. Et on a une explosion des courses à type de trail et surtout d'ultra-trail, puisqu'en 2009, on en a plus de 200 en France. Alors, les mythiques, il y a le Marathon des Sables, on va aller vite, il y en a plein d'autres. Il y a l'ultra-trail du Mont-Blanc, on court autour du massif du Mont-Blanc. Il y a l'Ironman de Nice, cher agent de la Monica qui parlera après de moi, on peut parfois s'y noyer. Les courses de swim and run qui sont très en vogue actuellement et qui vont aussi être source de découverte de certain nombre de pathologies, donc surtout dans les pays nordiques, dans des eaux relativement froides. Et puis donc vous avez une des courses les plus fameuses donc dans les Alpes italiennes, Torre des Géants, où de nombreux réanimateurs se sont illustrés dans les dernières années précédentes en faisant quasiment des top 20 pour une course les plus dures au monde. Et vous avez la Diagonale des Fous et également la Saint-Élion. Alors, la question, une fois qu'on a montré qu'il y avait plein de courses qui sont toutes aussi mythiques les unes que les autres, est-ce que l'homme est fait pour cela? Alors, c'est vrai que quand on voit le départ, certains individus qui prennent le départ de ces courses, ce jeune homme est une spécialité donc de réanimation dans un hôpital de région parisienne. On peut, en voyant sa tête au début, on peut se poser la question. Mais quand on voit que plus de 30 heures de course après, son visage, son sourire béat, oui, clairement, l'homme est capable de faire ce genre d'effort. Alors, pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ce type d'effort? C'est d'abord parce que, et ça a été démontré non pas par des articles scientifiques mais pas médicaux, c'est qu'on a une supériorité par rapport aux autres mammifères. On est capable de maintenir une vitesse de course à pied, certes moins rapide que d'autres mammifères, mais en tout cas sur des périodes beaucoup plus longues. On a aussi, de par notre transpiration, la capacité à diminuer la température de notre corps, en tout cas maintenir une certaine température, et donc ce qui nous va permettre donc de faire des distances relativement importantes. Au cours de notre évolution, on a évidemment une transformation musculo-squelettique. Enfin, on n'est pas tous égaux évidemment face à ça. Quand on voit Stéphane Gaudry qui en effet a réussi quand même un certain nombre d'exploits, mais physiquement on n'est pas du tout fait de la même façon, lui et moi. Également aussi, vous avez la diversification de l'alimentation, tant au quotidien que dans le cadre des courses, et enfin les programmes d'entraînement qui sont bien établis.
Alors, est-ce qu'il existera des limites dans le cadre de l'ultra-endurance? Eh bien, quand on voit un petit peu ce que l'évolution des distances un peu de dingue que l'homme a fait au cours des siècles, on voit qu'au XIXe siècle, eh bien, en 6 jours, c'était aux États-Unis, un coureur a pu faire 800 km, alors que maintenant, enfin 1987, on est à plus de 1100 km, ce qui sont des valeurs excessivement importantes. Bien évidemment, on ne sait pas jusqu'où cela pourra aller. Déjà en 1929, on avait démontré que des personnes pouvaient avoir aussi une résistance extrêmement importante, en particulier au niveau des épaules, et on évoquait la possibilité de transformer cela en activité sportive. Alors, lorsque l'on participe à ce type de course, eh bien, notre organisme répond en fait avec essentiellement, j'allais dire, trois répercussions métaboliques. On va avoir un phénomène d'hémodilution, un syndrome inflammatoire qui va nous jouer des rôles très importants, donc également qui interviendra aussi dans le déclenchement de certains types de pathologies, et la fameuse rhabdomyolyse. Alors moi je suis médecin urgentiste, la rhabdomyolyse on l'a plutôt au quotidien chez la personne âgée qui est restée la nuit au sol. Là vous verrez dans les chiffres que je vais vous proposer des élévations donc de CPK qui sont au-delà de ce que souvent on peut imaginer. Alors, les phénomènes d'hémodilution, il y a différentes études qui ont été faites et celle-ci permet de montrer, en fait, elle s'intéresse à des coureurs qui ont couru pendant 24 heures sur un tapis. Alors, il faut vraiment les occuper, on est bien d'accord. Mais cela montre, en fait, une baisse relativement significative donc, de l'hématocrite. Nous passons de 46,2% à 43%, avec une baisse de la masse corporelle d'environ plus d'1,5 kg. Lorsque l'on regarde la même étude qui est faite, mais c'est des coureurs qui sont donc en plein air, Ultra Trail du Mont Blanc, je vous rappelle que c'est une course qui fait 166 km, c'est tout le tour du massif du Mont Blanc. Les randonneurs le font en 7 jours. Nous devons le faire en maximum en 48 heures. Et il y a 9600 mètres de dénivelé positif. Eh bien, sur une trentaine donc de coureurs, quel que soit leur niveau, on a une perte donc de masse corporelle de moins d'1 kilo, avec un taux d'hématocrite qui lui va chuter de manière beaucoup plus importante, et cela étant lié essentiellement à l'activation, à la réalisation l'apparition d'un syndrome inflammatoire biologique. Alors, quand on regarde justement les résultats prélevés chez des coureurs donc de l'Ultra Trail du Mont Blanc, vous pouvez, j'ai malheureusement pas de flèche, mais vous voyez la ligne donc des CPK où on a une augmentation quand même relativement importante puisqu'on est en moyenne à plus de 15 000 de CPK, ce qui sont des valeurs relativement importantes, associées avec une augmentation donc de l'urée. Tout cela étant variable, varie en fonction bien sûr des degrés d'hydratation des concurrents. Vous verrez aussi qu'on a une augmentation donc des leucocytes avec une CRP qui va aussi être élevée, marqueur d'une apparition d'une inflammation biologique. Alors, il y a une répercussion donc métabolique. Y a-t-il aussi des répercussions au niveau cardiaque, et en particulier en ce qui concerne les biomarqueurs, puisque maintenant on est à l'époque des biomarqueurs et on dose tout ce que l'on peut doser dans le sang. Eh bien, cette étude-là qui parle de coureurs de marathon, donc on est encore une fois pas tout à fait dans l'ultra-endurance, montre que l'on a à ce moment-là une augmentation donc du NT-proBNP. La troponine en elle-même donc n'augmente que très peu. Ça, c'est vrai dans le cadre de marathon, mais lorsque l'on va s'intéresser à des patients, des coureurs d'ultra trail par exemple, on aura une augmentation du NT-proBNP et également de la troponine, mais cette augmentation de la troponine ne se fera de manière régulière et est liée essentiellement à la durée donc de l'effort plutôt qu'à son intensité. Quand on parle de retentissement cardiaque, on regarde aussi sur le plan échographique. Alors il faut savoir que par exemple au niveau du marathon des sables, on avait la possibilité de faire des échographies le soir de chacune des étapes, puisque dans le cas du marathon des sables, on a des étapes qui faisaient 32, 31, 32, 92, 42 et 11 km. Et donc on avait le soir à chaque étape, un certain nombre de personnes avaient bénéficié donc d'une échographie avec l'évaluation de la fonction d'éjection et la fraction d'éjection également donc la veine cave. Et il a été démontré très clairement que dans le cas de l'ultra trail et de l'ultra trail, eh bien on avait une
dégradation de cette fonction, qui pouvait être en tout cas, fonction d'éjection, qui peut être en tout cas diminuée par l'apport régulier de sel, et on va en dire un mot juste après. Le syndrome inflammatoire, ce syndrome inflammatoire qui se développe au sein de notre organisme, il est tout à fait comparable à un sepsis que vous pouvez rencontrer dans le cadre de la prise en charge de vos patients en réanimation, et on peut en avoir exactement les mêmes conséquences. On notera également donc une répercussion au niveau du système immunologique qui fera que les patients n'auront pas, les coureurs n'auront pas potentiellement des infections plus graves et seront plus sujets à des infections répétées, avec un certain nombre, en fonction des différentes études, une lymphopénie relativement importante, inférieure à 1000 par millimètre cube, avec une diminution des IgA qui sont dosées au niveau salivaire, mais cela étant responsable donc d'une augmentation du nombre d'infections et pas d'infections très graves. La fameuse rhabdomyolyse, qui est donc la crainte de l'ensemble des coureurs dans le cadre de l'ultra-endurance. Cette rhabdomyolyse, elle est liée essentiellement donc à la lyse des myocytes, qui va entraîner une libération bien des CPK, de la myoglobine et également donc de potassium, ce qui nous fait craindre évidemment donc des risques d'hyperkaliémie avec les troubles du rythme cardiaque que cela peut entraîner. Cela est dû essentiellement à, évidemment, une destruction mécanique physiologique, un défi musculaire. Il y a plusieurs papiers qui sont même amusés à regarder les muscles par IRM musculaire et qui ont montré, en effet, qu'il y avait cette lyse musculaire qui était en place, mais également, donc, en fait, un déséquilibre entre la consommation et les apports énergétiques et également apports hydriques. Il existe des facteurs prédisposants, on n'est pas tous égaux face à cette rhabdomyolyse, il existe une susceptibilité génétique et évidemment donc tout va dépendre aussi de l'environnement dans lequel on peut être amené à courir. Faire l'UTMB qui a lieu au mois de septembre où on peut avoir la neige, le froid, pas des températures négatives mais des températures en tout cas moins de 10 degrés, c'est différent que de courir au marathon des sables où on a des températures qui sont plus que positives, avoisinant les 40 degrés. Alors, on parlera de rhabdomyolyse essentiellement devant l'association donc de trois choses. L'asthénie, la fatigue, mais quand on fait ce genre d'activité, on est fatigué tous, je vous l'assure. Des douleurs musculaires et l'apparition donc d'urine sombre. Alors ça, c'est très anecdotique. Vous verrez très fréquemment, si vous regardez des coureurs faisant un ultra-trail, eh bien, on regarde régulièrement, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que tu es allé aux toilettes, enfin, est-ce que tu as pissé, et on se demande à se comparer la couleur de nos urines pour voir si justement on est hémoconcentré et s'il y a ou non potentiellement une rhabdomyolyse qui se met en place. Mais attention, il y a un diagnostic différentiel qui s'appelle l'hématurie d'effort. Et là, vous avez les urines d'un coureur de l'Ultra Trail du Mont Blanc à mi-course, pour lequel on pourrait penser que c'est dans le cadre d'une rhabdomyolyse. Eh bien non, en fait, c'est simplement une hématurie qui est d'origine glomérulaire avec un passage exagéré en fait des hématies au niveau de la membrane glomérulaire. Et les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Les complications d'une rhabdomyolyse, ça peut aller dans certains cas jusqu'à un syndrome d'Eloge, des troubles évidemment de la coagulation avec une CIVD, entraînant également donc une cytolyse hépatique, voire une insuffisance rénale aiguë. On a pu, nous, avoir parmi nos connaissances des collègues qui avaient une rhabdomyolyse donc importante et accompagnée d'une insuffisance rénale aiguë et qui ont été dialysés pendant près de 15 jours. Cela, évidemment, entraînant des troubles métaboliques à type d'hyperkaliémie. Alors, le traitement de cette rhabdomyolyse, eh bien, elle va se reposer sur essentiellement une réhydratation. Cette réhydratation, elle va être faite de manière précoce, en utilisant en priorité donc des cristalloïdes. Il faut évidemment monitorer ce remplissage. Il faut savoir que monitorer dans vos réanimations, ça pose pas de souci, mais quand on fait du soutien médical dans le désert, le monitoring dans la voiture est un petit peu compliqué. Donc on fait essentiellement on utilise essentiellement donc un monitoring, j'allais dire externe, et on se base essentiellement aussi sur la reprise d'une diurèse. On pourra également contrôler donc le pH urinaire, et si celui-ci reste inférieur à 5,6, on pourra utiliser des solutions alcalines. Cela, dans le cadre de rhabdomyolyse, on peut avoir des hypocalcémies aussi importantes, mais on ne les traitera que s'il y a des signes cliniques ou s'il y a des signes électriques. L'hyponatrémie. L'hyponatrémie est une autre complication que l'on a dans le cadre donc de l'ultra-endurance. C'est quelque chose d'excessivement fréquent. Ce papier-là qui concerne essentiellement des coureurs de marathon, mais qui était, je crois, le marathon de Boston, qui faisaient des dosages avant et après donc de l'anatrémie, et on avait un nombre non négligeable de baisse de l'anatrémie, voire même des valeurs aux alentours de 120 millimoles par litre, ce sont des valeurs très importantes, qui sont liées essentiellement au développement donc d'un SIADH, provoqué par une augmentation donc du taux d'interleukine 6 en relation avec la souffrance musculaire.
Ils se sont amusés également, cette équipe, à refaire une étude rétrospective pour prendre 7 personnes qui avaient une hyponatrémie très sévère, avec des prises en charge en réanimation, avec tous qui avaient des signes respiratoires caractérisés par un œdème pulmonaire, qui n'est pas un œdème d'origine cardiogénique, mais plutôt un œdème de type neurogène. D'autres termes, on ne sait pas trop quelle est l'étiologie de cet œdème, avec malheureusement un décès par œdème cérébral. Alors il faut savoir que dans le cadre du marathon des salles, en traitement préventif, on recommande de prendre des comprimés de sel de manière régulière et qu'à chaque fois qu'on prend 1 litre d'eau, on prend 1 gramme de sel. Et quand on dépasse 4 heures de course, on prend aussi 1 gramme de sel toutes les 3-4 heures. Autant vous dire que j'en ai pris du sel. Le traitement donc de cette hyponatrémie, donc c'est peut-être évidemment, il faut surtout essayer de la prévenir. Sinon, lorsque cette hyponatrémie est avérée, il va falloir donc la suppléter. Si on a des critères de gravité, il ne faut pas hésiter à faire un apport rapide et important donc de sérum salé hypertonique, tout en sachant que c'est le risque donc de myélinolyse sans troponine est peu important chez des hyponatrémies qui ont débuté très précocement. C'est clair que si on les prend en charge simplement au bout de 48 heures, là il faut être beaucoup plus prudent quant à l'apport donc de sodium. L'hyperthermie maligne d'effort, et je terminerai là-dessus, c'est une des, des pathologies que l'on craint le plus lorsqu'on fait du soutien médical de ce type d'épreuve. Elle associe bien évidemment donc une hyperthermie donc sévère, associée avec des troubles neurologiques. Alors, fort heureusement, quand ça arrive chez des coureurs, il y a un taux de mortalité qui est quand même relativement faible, ce qui est différent bien évidemment de l'hyperthermie qu'on a pu connaître, l'hyperthermie maligne qu'on a pu connaître par exemple en 2003, où il y avait pas loin de 60% de mortalité. À quoi cela est-il dû? Eh bien, il y a l'apparition en fait d'une endotoxinémie qui est liée à une hyperperméabilité du tube digestif, liée à des redistributions vasculaires lors des efforts intensifs et une déshydratation importante. Cela va provoquer donc des translocations, en particulier des translocations bactériennes, provoquant elles-mêmes donc une activation donc d'une réaction inflammatoire qui va être responsable donc de coagulopathie, de dysfonction endothéliale et donc une dysfonction d'organes. Alors, le traitement de cette hyperthermie maligne, il faut refroidir le patient. Encore une fois, dans vos réanimations, ça pose pas trop de difficultés. Vous avez l'ensemble, je pense, des matériels, voire même le body cooling unit, qui est donc pas une structure, mais quelque chose qui nous permet d'appliquer un spray d'eau à 15 degrés et maintenir un courant d'air à 45 degrés. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être réalisées dans certains services de réanimation. Quand on est sur le terrain, cela est un petit peu plus compliqué. Les traitements pharmacologiques, paracétamol et autres choses, très clairement, à un moment, étaient contre-indiqués. Maintenant, très clairement, on peut en faire, mais il n'y a pas du tout d'amélioration en termes de pronostic. Il y a 2 case reports qui concernaient donc une hyperthermie maligne d'effort des patients pris en charge en réanimation avec la réalisation d'hémoculture qui ont mis en évidence donc la présence d'Escherichia coli et de Pseudomonas aeruginosa qui ont nécessité de débuter un traitement antibiotique donc à large spectre, mais cela encore une fois, c'est pas en pratique courante. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Voilà, ça, on avait pris en charge, c'était il y a 2 ans, un Anglais qui a fait une hyperthermie d'effort. On est allé le chercher sur la ligne d'arrivée de la 3e étape. On nous appelle en disant que c'est un patient qui a un trouble de la conscience. En fait, il a un Glasgow qui est plutôt aux alentours de 10, avec pas de possibilité de prendre de température parce que notre thermomètre ne fonctionnait pas dans le sable. On le ramène à l'hôpital immédiatement, qui est l'hôpital de campagne. Et là, on trouve une température dont je ne vous donnerai pas la valeur, mais qui était assez énorme. Et on a mis en place à ce moment-là une manière donc pour le refroidir. Vous voyez donc un ventilateur. Puisqu'on a l'électricité, on a un groupe électrogène. On a mis en place donc un tunnel et on aspergeait régulièrement le patient pour faire baisser sa température. Voilà donc ça notre hôpital de campagne en plein milieu du désert. Et un moment on s'est posé la question donc peut-être aussi de continuer à faire baisser la température et d'appliquer de la glace. La glace en plein désert marocain c'est un petit peu compliqué même si on a un traiteur qui nous suit. Et donc on a eu la bonne idée, c'est par cet Anglais, de prendre des caisses de bière. Et ces canettes de bière qu'on a posées donc à des zones en fait d'hypervascularisation où les vaisseaux sont facilement accessibles.
et en espérant que cela fonctionne plutôt pas mal. Malheureusement, le patient s'est mis à convulser, il a été intubé, ventilé, et on l'a ensuite évacué vers un service de réanimation à Ouarzazate. Voilà, je vais terminer cet exposé donc sur cette hyperthermie maligne d'effort. On a peu de temps pour en parler des heures. Bien heureusement, les ultra-endurance, ce n'est pas que des choses horribles. C'est aussi donc des lieux où il y a plein d'amis qui peuvent se rencontrer. Aussi, les sociétés savantes peuvent aussi se rencontrer, la SFAR, la SRLF et la SFMU. Je vous remercie pour votre